Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. Je l'ai dit depuis la dernière fois qu'on t'a invité sur Backseat, tu es devenu vice-président de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que tu présides les séances publiques. Vous savez, le perchoir, le bureau du président, il n'est pas toujours occupé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Heureusement pour elle, la pauvre, sinon elle ferait que ça. Non, les vice-présidents de l'Assemblée servent justement à ça. Il y a une rotation qui est organisée où les vice-présidents président les séances publiques. Tu te retrouves donc sur ce perchoir et tu contemples devant tes yeux, que moi je ne contemple que sur un écran, cette assemblée divisée en 11 groupes différents. Comment tu la trouves, cette Assemblée nationale? Moi, j'ai l'impression que c'est le bordel, on ne sait pas très bien où elle va, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut. Tu l'as dit, elle est divisée d'abord. 11 groupes. On se souvient de la 4ème République qui était censée être la caricature de la démocratie parlementaire dysfonctionnelle. Ils étaient 8. Ouais. Il y a maintenant 11 groupes parlementaires. Donc c'est extrêmement divisé. Et donc c'est très difficile de faire voter des lois. C'est très difficile aussi de faire à peu près tenir la discipline. Moi, j'ai un fils qui est instituteur. Parfois, on échange des notes sur la manière dont on gère nos classes. Et parfois, je me sens un peu, c'est pour ça, comme on a vu tout à l'heure, avec le doigt en l'air, comme ça, je ne commettais pas un geste médical. Mais je montrais sans doute quelqu'un en lui demandant de se calmer. C'est difficile. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme conduire sur le périph' une séance à l'Assemblée. Il y a des fois où ça se passe bien, ça avance à 50, tout le monde est sympa. Il y a de temps en temps, il y a des gros accidents, et là, tout est bloqué. Tu sais pas trop pourquoi ça arrive, mais là, il n'y a plus rien à faire quand tu es là-haut. Puis il y a des moments où ça ralentit, et tu sais pas pourquoi non plus. Il faut essayer de gérer un mélange avec... C'est la faute d'Hidalgo, en général. En général, c'est la faute Sur le d'Hidalgo, périph'. c'est vrai. Mais elle n'est pas à l'Assemblée Ou de Valérie nationale. Pécresse, tu me diras, ça marche aussi. Et donc, il faut essayer de gérer un espèce de mélange parfois de discipline, voire même d'autorité et d'humour pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, pour faire Mais avancer les débats. sur la question justement de la qualité des débats, moi j'entends beaucoup depuis plusieurs années que c'est les méchants insoumis qui bordélisent l'Assemblée nationale pendant que tous les autres ils sont polis, assis sur leur strapontin gentiment. Je suis absolument, à titre personnel, moi je suis pas d'accord avec cette analyse parce que j'ai connu l'Assemblée nationale avec une opposition socialiste hégémonique. J'ai connu par exemple un certain François Hollande qui n'était pas le dernier quand il s'agissait de gueuler dans l'hémicycle. Donc moi j'ai pas l'impression que la France insoumise soit particulièrement odieuse. Est-ce que je me plante? Est-ce que toi tu trouves que si quand même, franchement? Alors, il y a eu 3 séquences, je dirais. Il y a eu le mandat 2017-2022, où ils étaient très peu nombreux, en fait. Ils étaient 17 étaient à une l'époque. petite vingtaine, et c'était une véritable stratégie. Pour se faire entendre, il y avait vraiment une volonté de bordéliser, c'était assumé comme tel. Jean-Luc était là, et il prenait régulièrement la parole, avec le talent qui est le sien d'ailleurs, hein, mais pour chauffer la salle, je dirais, à un moment où on était avec une majorité là, hégémonique. Et donc la seule manière de se faire entendre, il faut le reconnaître, c'était de foutre le bordel. Et il le faisait très bien. Ensuite, il y a eu 22-24, où ils ont été, mais pas tout seuls, donc là on était en majorité relative, ils ont été quand même extrêmement vocaux, régulièrement, des rappels au règlement, des questions au gouvernement. Moi j'étais ministre à l'époque. C'est vrai que quand tu étais au banc et que tu allais aux questions au gouvernement, tu t'attendais à être un peu chauffé, et notamment par la France Insoumise. Je dis notamment parce que je pense que c'est un moment, et c'est peut-être lié au fait qu'il n'y avait pas de majorité, où tout le monde a un peu monté le son, si je puis dire, hein. Il y a eu des passes d'armes, même parfois Ouais. assez violentes, Ouais, on je me les a souviens. vues à l'Assemblée. Et là, moi, je pense qu'ils ont changé de stratégie. Paradoxalement, ils sont plutôt plus calmes, peut-être parce que Jean-Luc est plus là, mais peut-être aussi parce que il a changé de stratégie, ils ont changé de stratégie politique. Et à l'inverse, il y a d'autres groupes qui parfois n'hésitent pas à foutre le bordel, comme tu disais. Est-ce qu'il y pour a se faire un entendre. effet Trump? Il y en a qui se sont enhardis, que ce soit dans Non, le fond moi, des je pense qu'il y a- propositions ou dans l'outrance aussi de la forme. Il y a 2 choses. Il y a le fait qu'effectivement, on est dans une phase du monde où le débat politique a tendance à se cliver énormément. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on le voit, mais aussi sur les plateaux télé, sur les chaînes d'information. Donc c'est vrai que le fait que quand tu es député, si tu prends la parole et que tu peux, en 1 minute 30, faire une capsule un peu sexy, qui fait du bruit et qui va être reprise, au fond, ça compte presque plus que la qualité du débat Alors que tu ça, vas effectivement, engager oui. avec l'autre. Les prises de parole Instagram, on les connaît, et pas seulement Instagram, Twitter, TikTok, on les connaît. Ça, les torts sont partagés. Il y a aussi des ministres qui jouent à Oui, ce oui, bien jeu-là. sûr. Non, mais bien sûr. Et moi, je suis sorti de Twitter parce que je considérais que, au-delà du fait que le débat y était rendu plus difficile, le fait que le rédacteur en chef de Twitter, Elon Musk, en soit aussi le propriétaire et qu'il allait rejoindre l'administration américaine, moi, je considérais que c'était un mélange des genres auquel j'avais pas envie de participer. Depuis qu'il a repris Twitter, j'étais bombardé de trolls du Rassemblement national et d'autres affidés. Et donc, moi, je trouvais que c'était plus le lieu pour moi d'y être.
Mais c'est vrai que depuis, et c'est une vraie question en fait, parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Donc tu voudrais, et en fait c'est le cas, que tous les débats soient publics. Mais il y a parfois des débats qui ne le sont pas, des débats en commission, des auditions. Et quand c'est le cas, tu te rends compte que c'est beaucoup moins tendu. Tu vois la différence des caméras. Et donc le fait que les caméras soient là, Bien le sûr. fait qu'on soit dans des formules, dans des séquences d'1 minute, 1 minute 30 qui peuvent être tweetables, instagrammables, ça change la nature du débat. Et ça complique le rôle d'ailleurs des présidents de commissions et de séances, parce qu'il faut essayer quand même de faire en sorte que le débat avance. Léa ? Tout en allant un peu dans votre sens aussi, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué dans les médias, sur les plateaux. Il m'est arrivé d'intervenir sur des plateaux où, dans la loge, il y avait des députés, soit France Insoumise ou socialistes ou de la majorité, etc., qui se tutoient, qui se claquent la bise, etc., qui, quand ils débarquent en plateau, se mettent en scène, en fait, et se vous voient, se mettent vraiment dans des rôles qui sont Mais ça, c'est très le différents. parlementarisme, ça. Oui, bien sûr, mais Ça c'est aussi pourrait, c'est le valable, cas. c'est aussi C'est valable comme- dans les c'est débats. comme le Et du coup, ça tutoiement. nous fait oublier, en fait, que, en réalité, beaucoup de députés, mais aussi de groupes d'opposition, mais aussi parfois de la majorité, travaillent ensemble au quotidien. Non, mais ça, c'est vrai, mais comme le disait Jean, ça a été de tout temps le parlementarisme. Les débats télévisés étaient peut-être un peu plus polissés, mais ils étaient quand même assez tendus. Il y a des sorties à l'Assemblée nationale célèbres de débats qui peuvent même parfois apparaître assez violents. Mais je trouve que là, si tu veux, j'ai l'impression que quand on prend la parole, on cherche plus à se faire entendre en dehors de l'Assemblée nationale que par ceux qui t'écoutent, avec lesquels tu es censé débattre, voire même tu es censé les convaincre. Et ça dévoie un peu la qualité du débat. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des joutes historiques sur des gros débats, hein, le mariage pour tous, la peine de mort et autres, qui ont donné lieu à des débats tendus. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et du coup, ça dénature le débat, ça l'affaiblit plutôt. Emilien ? La question que j'aurais posée, c'est... Bon, il y a évidemment un effet réseaux sociaux, avec des modes, sur le mode un peu, regardez comment je détruis telle Ouais. personne, etc. Bon, il n'empêche qu'il y a sans doute des Français, bon, les Français ne sont pas fans de ça, mais il y en a sans doute qui estiment que, mine de rien, il faut des fois se faire entendre, et que, sachant que voilà, les modes de prise de décision sont quand même un peu particuliers depuis 2022, puisqu'il n'y a plus une majorité tout à fait claire, majoritaire, etc. Et qu'il y a eu beaucoup de 49.3 et donc de décisions dont la régularité est là, mais dont la légitimité est questionnable. Est-ce qu'il y a pas, ça répond pas aussi à une demande de débat qui n'est pas toujours fait avec le temps aussi, la sérénité, les 49.3, ça accélère aussi le temps politique. Ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Le 49.3, c'est un outil institutionnel, on peut le regretter, mais c'est aussi une manière, et je pense qu'il faudrait d'ailleurs le réformer, mais réformer aussi les motions de censure qui vont avec, qui permet de faire avancer un texte en mettant quand même en risque la responsabilité du gouvernement. C'est-à-dire quand un gouvernement décide d'avoir recours au 49.3, certes, il passe en force, mais il passe en force en disant « si vous avez une majorité contre moi, je tombe ». Ça a toujours été un peu oublié quand on critique le 49.3. Il n'y avait pas de majorité, et d'ailleurs, on l'a vu à l'automne, on ne l'a pas vu avec Elisabeth Borne, ça peut se retourner contre le gouvernement qui peut du coup tomber. Mais ce qui a changé, je pense, récemment avec le fait, c'est pas seulement qu'on a une majorité relative, c'est qu'on n'a plus de majorité du tout. En fait, les groupes sont tellement éclatés et tellement peu nombreux que pour avoir 288 ou 9 députés qui font la majorité, il faut rassembler des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord du tout. Aujourd'hui, pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée, il faut se dire que soit ce que j'appelle moi le bloc le républicain élargi se mettent d'accord, donc des LR aux socialistes, voire même aux écologistes, soit que la gauche, y compris insoumise, vote avec nous, soit que la gauche, y compris insoumise, vote avec le Rassemblement national, soit que le Rassemblement national vote avec nous. Et donc, c'est des trucs impensables. Et du coup, c'est très dur de faire voter des vrais projets de loi. Depuis le début de l'année, il y en a eu 4. Il y a beaucoup de petites propositions de loi un peu anecdotiques qui sont votées. Et donc, comme tu ne peux pas te faire entendre en votant des lois, bah, tu te fais entendre en faisant le spectacle. Et ça aussi,
Je trouve que bon, ça donne pas forcément une image, même si certains apprécient exceptionnelle de Il l'Assemblée. faudrait que les oppositions puissent avoir plus l'opportunité de voter pour des trucs, ce qui les découragerait d'avoir à gueuler pour se rendre utile autrement. D'autant plus que ça a aussi des effets délétères sur la manière dont sont formulés les textes. J'ai vu des critiques faites notamment sur ce budget où on dit bah oui, s'il y a un 49.3, il n'y a pas ce travail parlementaire qui est fait Bien pour sûr. affiner. Alors, avec Elisabeth Borne, c'était pas le cas. C'est-à-dire que les budgets, on lui a Travailler reproché d'ailleurs, plus. étaient travaillés jusqu'au bout. Ça fatiguait les députés parce que quand tu sais que tu travailles, mais qu'au fond tu vas finir en Oui. 49.3, c'est pas très enthousiasmant, mais au moins on peut lui reconnaître d'avoir fait le travail jusqu'au bout. Alors qu'avec Michel Barnier, il a pris une stratégie différente, qui est de dire en gros on en discute en commission et après je passe au 49.3 rapidement. Donc c'est vrai que on a l'impression que le Parlement ne sert plus à grand-chose. Et quand tu es parlementaire et que tu as ce sentiment-là, évidemment c'est beaucoup plus déprimant que quand tu le regardes à la télé. C'est que tu te demandes même si toi tu sers à quelque chose. Et ça, je pense qu'il y a des manières de régler ça. Hein. Moi, je crois beaucoup aux coalitions. Les 50 autres démocraties parlementaires du monde, quand il y a un parlement comme ça, ils décident d'entrer dans une logique de coalition, d'écrire un contrat de coalition. Même si on n'est pas d'accord, si on trouve un tronc commun sur lequel on est d'accord, on peut le faire voter. Ce serait quoi le périmètre de votre coalition idéale? Là, vous êtes bien avec Retailleau, avec. Non, mais pour moi, C'est une bonne coalition, juste Non, mais LR. c'est intéressant ce que vous dites parce que aujourd'hui, les partis étant extrêmement affaiblis, au fond, on parle de personnalité. L'Assemblée aujourd'hui, c'est 11 groupes parlementaires, mais c'est surtout un nuage de points dans lequel, peut-être mis à part le Rassemblement national, où il faut leur reconnaître une cohérence et une chef, et quand elle bouge, tout le monde l'écoute, et les Insoumis qui sont aussi extrêmement disciplinés. En fait, tous les groupes sont des collections d'individualités qui sont de plus en plus exprimées personnellement et de moins en moins monolithiques. Donc typiquement, il a été question à un moment, mon nom a circulé pour que je sois à Matignon. Je m'en souviens, ouais. Moi, si je l'avais été, À la place, vous êtes à backseat, quoi. on est quand même mieux ici. C'est comme ça. On est quand même mieux ici. Écoute, On est plus tranquille. Hein. si jamais j'y suis un jour, je m'engage à revenir. Ah On fait ouais, ça bah, comme s'il ça. te plaît, Ah. s'il te plaît. Bon. Mais je m'étais dit, si c'est le cas, Ouais, ça aurait été quoi ta j'aurais conviction besoin d'une majorité stable. Et donc, il faudra que je convainque à la fois des socialistes, j'ai dit des socialistes, et des LR, j'ai dit des LR, pas tous les LR. Donc, ça irait diviser les socialistes et diviser Non, mais les c'est LR. pas Couper ça, l'omelette. c'est que- Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup échangé avec une ancienne première ministre néo-zélandaise qui s'appelle Jacinda Ardern, qui est connue parce que, un, elle a très bien géré le Covid, et deux, pendant les attentats de Christchurch, elle avait fait un appel pour justement limiter le rôle des réseaux sociaux dans la violence, puisque à l'époque, on se souvient que l'attentat avait été littéralement filmé et posté sur Facebook pendant 1 heure ou 2 avant d'être retiré. Et je l'ai rencontré par hasard pendant ma campagne, et je lui disais, mais comment on fait une coalition? Elle me dit, c'est très simple. On en est incapable, nous, hein, mais elle me dit, c'est très simple. Il y a 4 règles. La première, c'est se mettre d'accord sur ce que tu veux faire. Il y a plein de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, qu'il ne faut pas aborder. Le minimum, c'est on vote un budget et on ne censure pas le gouvernement. Et tout le reste, c'est une liberté de vote absolue. La deuxième, c'est comprendre les lignes rouges des uns des autres. C'est-à-dire que s'il y a des choses sur lesquelles, si toi, tu passes la ligne, tu vas perdre ton électorat, et pareil pour moi, il ne faut pas qu'on le mette dans nos contrats de coalition. Ce sera pour le prochain gouvernement, tant pis. Typiquement, les retraites. Il y a les retraites, il y a des désaccords profonds, c'est devenu un totem pour la gauche, la droite, le centre. Le totem macroniste, c'est pas de hausse d'impôts, par exemple? Mais par exemple, tu vois, donc il y a d'un côté pas de hausse d'impôts, de l'autre hausse d'impôts. Mais il va falloir trouver un compromis. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un peu écrit dans notre texte, dans notre culture politique en France. Bien Parce que sûr. Je suis né et j'ai grandi dans un système politique. On m'a toujours appris, tu es d'opposition ou tu es dans la majorité. Exactement. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a des cultures politiques dans d'autres démocraties parlementaires qui impriment l'idée que, en fait, on peut être allié, mais sans être allié tout le temps. C'est possible de ne pas se mettre d'accord sur tout. Et une culture, ça Sans que change. ce soit. Et par exemple, si un gouvernement, si une majorité perd sa majorité sur le vote d'un texte en particulier, c'est pas la fin du monde ni la fin de la coalition. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est dur. Et moi-même, dans mes analyses politiques, ça m'arrive parfois d'aller dans ce sens-là en disant oh, mais quel affaiblissement pour le gouvernement, il vient de se prendre une taulle sur le vote de tel truc, qui en fait n'est pas un truc central ni définitif. Donc c'est une question de culture politique à revoir et à réinterpréter. Je voudrais qu'on avance Ouais. parce qu'on a aussi des questions. Je l'ai dit en te présentant, Roland Lescure, tu es vice-président de l'Assemblée nationale, mais tu es surtout député des Français d'Amérique du Nord, donc des États-Unis et du Canada, et tu es ancien ministre de l'Industrie. Double bonne raison pour te poser la question de cette guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre l'Europe, avec l'augmentation des droits de douane qui ont finalement été baissés, en tout cas suspendus. Ça, plus la question de l'Ukraine, est-ce que franchement, les États-Unis sont toujours un allié de la France ? Non, je pense que c'est plus tout à fait un allié, mais c'est pas encore un adversaire. C'est-à-dire qu'on est dans cet entre-deux
où on est en train d'essayer d'évaluer jusqu'à quel point la présidence de Trump va être une rupture fondamentale avec 250 ans d'histoire. C'est-à-dire que Lafayette, c'est 1776. Donc ça fait 250 ans qu'on est alliés et la plupart du temps amis. Et là, il y a une rupture fondamentale avec la France et surtout avec l'Europe. En fait. L'Europe, ouais. Et donc, non, moi je pense qu'il y a une vraie question. Moi je suis persuadé que Trump n'est pas juste quelqu'un qui cherche à faire parler de lui jour et nuit. C'est quand même important parce qu'il est extrêmement égomaniaque. Et donc, sa volonté de faire la une mondiale tous les jours, ça participe à sa stratégie. Mais il a un vrai agenda politique, ultra-réactionnaire, libertarien, porté par des idéologues. Et donc, il faut lire tout le bruit qu'il fait au jour le jour en donnant des mesures et en les annulant à travers ce prisme-là. C'est un prisme extrêmement nationaliste, c'est un prisme de repli sur soi, c'est un prisme où il veut abandonner l'Europe et s'imposer face à la Chine dans une espèce de nouvelle guerre froide qui est avant tout industrielle et commerciale. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a perdu les États-Unis pour toujours, mais c'est plus qu'une parenthèse, je pense. C'est une accélération d'un mouvement, d'ailleurs, qui avait un peu commencé avant, et je pense que c'est dangereux. Et dangereux, évidemment, pour les valeurs de la démocratie. Excuse-moi, je suis un peu long, mais moi, j'ai fait une enquête auprès de mes électeurs. Donc, les Français qui C'est vrai que tu as vivent fait un questionnaire sur les Voilà. Français de l'étranger. Je leur ai envoyé par email, j'ai eu près de 10 000 réponses. C'est énorme. Ce qui, déjà, en soi, montre. C'était, est-ce que vous êtes inquiet pour votre job? Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent, les Français d'Amérique? Donc, d'abord, ils sont tous inquiets, Canada, États-Unis. Mhm. Mais quand tu leur demandes, est-ce que vous envisagez de rentrer en France, par exemple? Les Français du Canada, à 5-6%, ils disent oui, les autres non. Ok. Aux États-Unis, c'est monté à près de 20%. Les chercheurs français aux États-Unis, c'est 25%. Et quand on va aux États-Unis, historiquement, c'est l'hymne américain, c'est The Land of the Free and the Home of the Brave, le pays des libertés et le foyer des courageux. Et quand on y va, c'est un peu quand même, oui, par le rêve américain, la volonté de la liberté, d'entreprendre, de gagner de l'argent, de chercher. Et d'un seul coup, leur liberté individuelle est concrètement mise en danger. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé dans ce questionnaire, c'est que Trump était déjà là, c'était il y a 2 mois. Ils étaient inquiets pour la mobilité. Est-ce que je vais pouvoir rentrer en France si je ne suis pas américain parce que je risque de ne pas pouvoir retourner aux États-Unis? Donc, ça a déjà des impacts concrets. Et on est d'accord qu'il y a des Français qui ont essayé d'aller aux États-Unis, qui se sont fait arrêter à la frontière. Oui, alors, c'est assez chercheurs. anecdotique. Il y a eu 1 ou 2 exemples. Mais en revanche, ce qui devient plus systématique, c'est l'interrogatoire qu'on passe. Moi, j'ai des Français qui vivent aux États-Unis depuis toujours, dont la valise a été fouillée. Le téléphone, les réseaux sociaux, les books WhatsApp, ça, c'est pas une légende, c'est vrai. Et il faut savoir que quand vous arrivez devant un douanier américain ou ailleurs d'ailleurs, mais un douanier américain, il a tous les droits sur vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore aux États-Unis, vous n'êtes plus en France, et s'il décide, sans devoir le justifier, de vous refuser l'accès, il a le droit, sauf si vous êtes américain. Il peut vous fouiller, il peut vous fouiller de valise, mais il doit vous laisser entrer. Et donc, il y a des Français qui ne sont pas américains, qui ont ce qu'on appelle la carte verte, qui est la résidence permanente, ou un visa d'entrepreneur ou d'étudiant, qui ont peur aujourd'hui de rentrer, parce qu'ils se disent, si je rentre en France pour l'anniversaire de ma copine ou les obsèques de mon grand-père, je ne vais pas pouvoir retourner aux États-Unis. Et ça, dans un pays, là encore, qui s'est fondu sur l'immigration, qui s'est construit sur des vagues d'immigration successives, c'est un vrai changement de fond. Indépendamment de tout ce qu'on a vu par ailleurs, des déportations, c'est pas Saint-Pierre-et-Miquelon, les prisons à El Salvador, c'est Oui, on l'a vu avec le extrêmement, Salvador. violent. Oui. Émilien? Donc vous êtes franco-canadien, Oui. d'adoption. de ce Oui, que je comprends. enfin français de naissance et Français canadien. d'adoption. Les évolutions du Canada ces derniers temps, alors ils ont une élection, des élections fédérales avec un effet rebond pour le parti sortant suite aux prises de position de Trump. Et beaucoup ont discuté du coup, c'était qui pas nos nouveaux alliés, parce que ce sont nos alliés, mais les alliés qui, du coup, faudrait peut-être reporter un petit peu nos efforts. Et le Canada est beaucoup revenu. Alors, donc, il y a plein de types d'alliances possibles. Le CETA, sur le plan économique, a fait beaucoup parler de lui avec beaucoup de rejets de la classe politique française. On n'a pas aussi de question d'alliance, éventuellement plutôt diplomatique, militaire, même politique pour les plus aventureux. Qu'est-ce que ça doit être la nouvelle relation avec le Canada? D'abord, très rapidement, il y a une leçon de ce qui se passe au Canada pour nous. Face à l'adversité et face à Trump, ils se sont rassemblés. Parce que je pense que ce qui se passe là-bas est suffisamment grave pour qu'on dépasse des clivages traditionnels et qu'on puisse essayer de se rassembler autour des valeurs qui nous rassemblent quand même, démocratie, liberté, etc. 2, le CETA, le fameux CETA, en fait, il est en place depuis 2017, donc depuis un peu plus de 7 ans. Et la réalité du CETA, c'est que c'est du gagnant-gagnant. C'est même plutôt plus gagnant pour la France que pour le Canada. On exporte plus de vin, de fromage. Il y a des entreprises qui font des affaires là-bas et on n'a pas été envahi de bœuf aux hormones puisqu'il est de toute façon interdit et qu'il n'arrive pas. Mais malgré tout, vous l'avez dit, pardon,
pour des raisons essentiellement politiques, le CETA n'a pas été ratifié. Il a été ratifié à l'Assemblée, il a été refusé par le Sénat. Donc moi je dis, à un moment où effectivement il faut se rapprocher d'alliés avec lesquels on partage beaucoup de choses. Je ne sais pas si certains... C'est donc à défaut d'avoir les Américains avec nous, ayons les Canadiens. Mais les Canadiens, les Anglais. Les Anglais, depuis 2016, ils sont sortis en claquant la porte de l'Europe et ils se chicanent depuis presque 10 ans et personne n'osait parler d'Europe. Même Keir Starmer, qui est plutôt un pro-européen, qui avait voté contre le Brexit, il n'osait pas en parler. Et là, avec l'Ukraine notamment, il y a un retour du fait européen au Royaume-Uni avec des rencontres à Londres entre les alliés. Donc, moi, j'ai envie de dire, rassemblons-nous, encerclons les États-Unis. Ils veulent être tout seuls, on peut. Le Canada, Royaume-Uni, Europe, c'est d'un peu loin. Peut-être une partie de l'Afrique, ça va être compliqué pour plein de raisons, Russes, Chine et autres. Et puis même des pays d'Amérique latine. Moi, je pense qu'on est vraiment dans un conflit de valeurs dans lequel les valeurs démocratiques, même s'il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, à la fois entre nous, entre pays, doivent l'emporter face à une menace qui est une menace existentielle. Usul. Alors les valeurs démocratiques, je sais pas, mais ce qui a longtemps formé le sel de cette mondialisation, qui a souvent été aussi une américanisation, c'était justement le libre-échange. Et on a créé des institutions pour superviser tout ça. Et puis là, je lisais aujourd'hui dans Le Monde que Trump mettait se fichait royalement de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui fixe quand même des règles, notamment sur ces histoires de droits de douane, mais aussi sur des histoires de propriété intellectuelle. Là, ça peut être un problème avec la Chine de temps en temps. Trump n'en a absolument rien à foutre. Mais pour structurer cette mondialisation, qui a aussi été une mondialisation de pillage, où les multinationales sont aussi allées piller en imposant avec ces règles des pays qui ne voulaient pas nécessairement de ces règles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des résistances dans les populations à ces accords de libre-échange. Mais là, ce monde-là, il est enterré avec Donald Trump, où vous pensez, là, vous nous dites la solution, ce serait remettre le CETA, refaire plus de libre-échange pour refaire des liens. Comme si c'était indissociable de l'idée de démocratie. Mais en gros, l'Europe, là, il va falloir qu'elle porte ses valeurs de libre-échange, ou est-ce qu'au contraire, ce serait pas mieux qu'elle porte justement ses valeurs de démocratie? Et si oui, comment? Est-ce qu'on peut pas le faire autrement que par des accords de libre-échange? Alors, il y a beaucoup de choses dans la question. Oui. Donc d'abord, parce que je pense que c'est important. Après la Seconde Guerre mondiale, on invente le multilatéralisme. Il y a eu quelques tentatives avant, mais qui avaient complètement échoué. Donc les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI... l'OMC qui est né dans la foulée, pour essayer de se dire, même si on n'est pas d'accord sur tout, à plusieurs, c'est plus facile de se mettre d'accord que de le faire en bilatéral. Lui, il balaye tout ça. Il veut traiter avec Mélanie, avec Macron, avec Stammer, avec Poutine, évidemment, et de préférence avec les forts et en appuyant sur les faibles. Donc ça, c'est une vraie remise en cause fondamentale de l'ordre mondial qui, moi, m'inquiète. Parce qu'évidemment, en général, le multilatéralisme, quand même s'il y a des débats sur la manière dont il a été opéré, l'idée, c'est plutôt qu'on travaille ensemble et pas que seul l'effort l'emporte. Exemple très concret, pendant le Covid, on a acheté des vaccins en commun au niveau de l'Union européenne. Si on l'avait fait chacun pour soi, les Hongrois et les Tchèques auraient sans doute pas eu de vaccin. Donc ça, c'est un exemple concret positif du multilatéralisme. Il y en a d'autres qui le sont moins. Je ne suis pas aussi sévère que vous sur le libre-échange, mais c'est vrai qu'en 30 ans de libre-échange, depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté, et ça, tout le monde peut le reconnaître. Mais ça s'est fait au prix d'inégalités non soutenables et d'un tirage sur la planète qui la rendait aussi non soutenable. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Mais ce que dit aussi Jules, c'est un rapport de puissance, c'est aussi une nouvelle manière de penser le rapport international dans un monde de géants avec la Chine, les États-Unis, l'Europe qui pourtant a une culture multilatérale par nature. Est-ce qu'on peut faire le poids? Mais il faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. L'Europe, si vous rajoutez le produit intérieur brut, le PIB, de l'Europe, du Royaume-Uni et du Canada, vous êtes aussi gros que les États-Unis. On a le plus grand marché de consommateurs au monde. Donc on a le potentiel pour ça. C'est pas facile à gouverner l'Europe parce qu'il y a 27 pays plus l'Union européenne, donc c'est très compliqué. Mais on a, même s'il y a des choses qu'on n'a pas faites parfaitement, quand même une monnaie unique. Plein de gens étaient contre, moi j'étais pour, je suis heureux qu'on l'ait fait parce que si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, on serait mort. Un marché unique, il a ses défauts, mais ça permet quand même à des entreprises de commercer librement en Europe. Et des valeurs de démocratie
qui reste présente, même s'il y a quelques Mais c'est ça que exceptions. moi, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est que est-ce que vraiment, qu'est-ce Et qu'on alors, fait pour les pour promouvoir, répondre ou même sur- pour être à la hauteur de ces valeurs de démocratie? Parce qu'il y a aussi, par exemple, les Russes peuvent aller voir des gens en Afrique de l'Ouest et leur dire, regardez l'hypocrisie de ces Français qui se portent qui ont des valeurs de démocratie et qui les respectent pas. On en parlait en début d'émission, ou ne serait-ce que, bon, là, on peut reparler de Palestine aussi, mais l'Europe comme berceau de la démocratie et comme porte-étendard de la démocratie. Comment on le manifeste concrètement, quoi? Ben, quand même, moi je débat souvent avec des gens qui sont loin d'être d'accord avec moi et qui sont plutôt sans doute plus d'accord avec toi qu'avec moi. Quand on voit Trump arriver là où il est, quand on voit Poutine justement, quand on voit le modèle chinois, il est peut-être pas parfait le modèle européen, mais malgré tout, il y a des élections. Les résultats, n'en déplaise aux uns et aux autres, se traduisent par une assemblée qui est plus ou moins gouvernable, mais qui doit avancer. Le gouvernement, s'il est censuré, il doit tomber. Et ça c'est arrivé à Michel Barnier, il l'a connu à ses dépens. Donc il y a sans doute des choses qu'on peut améliorer. Moi, je crois beaucoup que la Ve République telle qu'on l'a connue, il faut la faire évoluer, parce que là, on en voit bien les limites. Mais malgré tout, en France, quand on vote, les résultats sont là. En Allemagne aussi. Et l'Allemagne est un bon exemple. On a une forte montée de l'extrême droite. On a deux partis qui se détestent depuis 80 ans, le SPD, donc Parti socialiste, et la CDU, le parti de droite, qui sont capables de faire un accord de coalition et de se mettre d'accord pour mettre des trucs ensemble et gouverner. Donc, je pense, malgré tout, qu'aujourd'hui, l'Europe, ça doit être le phare des libertés. Ça doit être le lieu où, effectivement, la démocratie vit. On peut l'améliorer, plus de démocratie citoyenne, etc. Parce que nous aussi, on est menacés par l'extrême droite. Mais oui, de partout. mais évidemment. Et d'ailleurs, j'aurais une question sincère, candide même. Et j'ai pas répondu sur le commerce. On y reviendra rapidement, Oui. mais je pense que c'est important. Mais question candide, comment vous analysez ça? La montée de l'extrême droite, c'est dû à quoi? C'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qui a fait que Trump a pris le pouvoir? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est une métamorphose de quoi? De notre vie démocratique? Ça dit quoi de ce qui se passe? Quel processus est à Je l'œuvre? pense que... Comment nos c'est la faute à institutions qui? et nos démocraties permettent ça? Mais bien sûr, les faiblesses de la démocratie, c'est que justement, elle donne la parole à tout le monde sans en aucun cas la limiter. Et dans un monde dans lequel on a dit... trop de démocratie? Non, mais moi je reste convaincu que les faiblesses en sont aussi les forces et que jusqu'au bout, il faut débattre, y compris avec des gens avec lesquels on est en désaccord profond, sinon je ne serais pas là, et pouvoir montrer que ces valeurs-là sont meilleures que les alternatives. Mais cette vague du Rassemblement national, qui a plutôt été en avance en France, elle est maintenant partout. Donc oui, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, la globalisation qui a globalement fait monter le niveau de la mer, mais pas pour tout le monde. Et donc Trump, il a été élu dans les territoires industriels, le Rassemblement national, c'est là qu'il a commencé à prospérer. C'est pour ça que, modestement, quand j'étais ministre de l'Industrie, j'étais convaincu qu'il fallait réindustrialiser ces territoires. Mais il n'y a pas que ça. Parce que là, c'est un tsunami qui est en train de se passer. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, et ça a été bien identifié quand on a regardé la montée d'Hitler, la montée de Mussolini, le populisme, ça peut être très efficace. C'est-à-dire que face à un monde... C'est tout le populisme. Non, mais C'est ça, le populisme. Enfin, c'est déjà le populisme, c'est un terme en sciences politiques. qui veut dire quelque chose. Ça veut tout et rien dire. Ça veut dire populisme. que face à des problèmes complexes, sinon, tu en ériges général, des il est employé solutions. pour dire la démagogie, quoi, ou quelque chose comme ça. Non, les vagues populistes qui ont conduit Mussolini et Hitler à prendre le pouvoir démocratiquement, je le rappelle. Hein. Et ensuite, une fois au pouvoir, en user, en abuser pour se l'accaparer, ce qu'on a vu avec Poutine, même s'il n'avait pas été élu parfaitement démocratiquement. Et c'est évidemment le risque auquel on fait face aujourd'hui. Trump, on fait quoi contre le populisme? Et du coup, s'il y a le populisme, vous mettez Mélenchon dedans, c'est ça? Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon... Ça permet pas vraiment de penser la lutte contre l'extrême droite. Mais c'est intéressant, est-ce que tu renvoies de dos les dos? Ça permet pas de penser la lutte contre l'extrême droite. Je ne suis pas en train de les mettre dans le même sac, donc je n'irai pas là. Je l'ai dit des centaines de fois, Mélenchon n'est pas Le Pen n'est pas Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon est un leader populiste, de la manière dont il s'exprime, de manière parfois un peu simpliste sur des problèmes compliqués. Je pense que c'est un leader populiste, il a énormément de talent, et en général les populistes sont longs, mais il a une matrice idéologique qui n'a rien à voir avec celle de Marine Le Pen. Donc je ne veux pas les mettre dans le même sac. Et aujourd'hui, le danger, à 20h01, moi, le soir du premier tour, j'ai dit, Front républicain, on ne réfléchit pas une seconde. Si vous avez un Rassemblement national face à vous, vous vous retirez et vous votez pour l'autre, quel qu'il soit. Mais ce tsunami aujourd'hui, il est ultra-réactionnaire, il est de droite, il est anti-immigration, il est sur le repli pour soi. Et évidemment, dans un monde de plus en plus complexe, dans lequel, oui, il y a des enjeux d'immigration
sur lequel je plaide, moi, pour avoir une approche plus positive que d'autres, mais sur lequel c'est un enjeu réel. Il y a des enjeux de sécurité du quotidien qui sont des enjeux réels. Les gens, face à des populistes qui leur disent « la réponse est simple, tout ça c'est la faute aux immigrés ont tendance parfois, effectivement, à les croire. Enfin, vous avez vu la campagne de Donald Trump. Bien sûr, bien sûr. Elle a été exceptionnelle. Il s'est adressé à des populations, parce que le populiste, il fait ça en général aussi. Ils disent qu'ils veulent entendre à la population A, à la population B, à la population C. Si tout ça est incohérent entre eux, c'est pas grave. Il l'a fait. Il a récupéré le vote musulman dans le Michigan. Il a récupéré le vote latinos en Floride. Des hommes. Des hommes, plus des hommes. Oui, des hommes, mais même les femmes, dans certaines catégories, ont voté plus pour lui. Dans Et la en tout cas, catégorie moins bourgeoise pour les et démocrates blanche. qu'elle l'avait fait au moment de Joe Biden. Gender Donc, gap, il se positionne au niveau justement des personnes racisées. Il n'y a pas de gender gap des femmes aux États-Unis sur le vote. assez peu, en enfin, fait. Assez peu. mais si, pour les femmes racisées, notamment les femmes latinos. Ouais. Exactement. Mais Donc, il y a, si tu veux, enfin, c'est compliqué de lutter contre le populisme. Moi, je me suis engagé en politique parce que je voulais pas de Le Pen au pouvoir. 7 ans plus tard, on Mais ne alors, peut pas tiens, dire qu'on est complètement réussi puisqu'on est aux portes. ça m'intéresse justement, continuons là-dessus, parce que tu as été un marcheur originel, tu as été un des premiers, le merde. soutien de l'Emmanuel Macron de 2016-2007. Ma Je n'aurais question... pas dû aller là. Non, mais t'inquiète pas. Pourquoi, t'as pas envie d'en parler? Non, mais si. parce qu'au contraire, ma question, elle est aussi candide. C'est quoi le regard que tu portes 8 ans plus tard sur le macronisme? Est-ce qu'on est sur une fin de cycle? Est-ce que le macronisme va disparaître? Je ne sais pas ce qui va changer à la place, mais ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses que le macronisme, ça va durer, ça va s'ancrer dans le paysage politique, il va continuer à exister, ce centre libéral, comme a pu l'être l'UDF de Giscard à un moment. Quand Giscard a perdu en 81, certains se sont posé la question, est-ce que le giscardisme est mort? Mais surtout, Bon, c'est la quoi réponse n'est pas tout à fait vraie. Mais donc, qu'est-ce que... Ah non, me lancez pas sur c'est quoi le macronisme. Parce que On l'a là, déjà fait en plus sur Brexit, ça. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? non, On en mais- est où là, 8 ans Donc plus en tard fait, bon, Est-ce que ça peut survivre au pot de départ d'Alexis Keller, le macronisme? et à celui d'Emmanuel Macron, Mais surtout. Et à celui d'Emmanuel aura lieu Macron, dans 2 ans, quoi qu'il arrive. on ne sera pas invité. Non, mais d'abord, la réponse courte est je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, 2 hypothèses. Il y a une première où, au fond, on reconstitue le clivage gauche-droite. Nous, on tombe un peu entre les cracks et on choisit notre camp en disant moi, je suis plutôt de gauche, je vais aller voter pour Bidule. Et moi, je suis plutôt de droite, je vais aller voter pour Truc. Moi, je crois, mais j'en ai parlé tout à l'heure dans la coalition, et surtout face à une vague ultra-réactionnaire d'extrême droite extrêmement puissante, je crois plutôt au rassemblement des républicains, pas des LR, mais des républicains, des démocrates. Ok, donc Parce je pense que que- l'élargissement... Donc moi, je pense que l'élargissement doit se faire par le centre, mais ça arrivera peut-être différemment. Ça arrivera peut-être Mhm. avec un candidat de droite, un candidat de gauche. Il y en a un qui arrivera au premier tour et l'autre se ralliera. Ce dont je suis convaincu, en revanche, c'est que le front républicain ne suffira pas. C'est-à-dire le côté, je suis qualifié au premier tour, votez pour moi, je gouvernerai pour vous tous, et tout va bien se passer, ce qu'avait fait Chirac en 2002, et ce qu'on a fait nous en 17 et en 22, ça ne fonctionnera plus. Donc il va falloir de toute façon faire ces coalitions, même si on a un clivage gauche-droite Alors, traditionnel. attends, mais puisqu'on parle de coalition, moi ça m'intéresse. Admettons que demain la gauche remporte des élections législatives avec une majorité relative, mais quand même assez important. Il leur manque quelques dizaines de députés pour consolider leur... Est-ce que toi tu irais, toi? Est-ce que tu serais prêt à faire une coalition avec la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon dedans, hein, je précise, avec les Insoumis dedans? Mais moi, j'ai été je sais pas combien juillet, le premier à dire de toute façon, la France n'est gouvernable que comme ça aujourd'hui, vu l'état de l'Assemblée. Donc tu vas pas te renier demain sous prétexte que Moi, c'est- j'ai des désaccords fondamentaux avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, je pense qu'il me respecte assez pour qu'on en ait parlé régulièrement entre 2017 et 2022 sur les bancs de l'Assemblée. Donc moi, je ne me vois pas entrer dans un gouvernement Jean-Luc Mélenchon, pour être très clair. Je l'imaginais pas Premier ministre, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis fondamentalement en Le désaccord. totem, le tabou, Non, dont non, on mais parlait c'est tout pas- à l'heure, la hausse c'est pas d'impôts la pour les personne. riches. C'est pas la personne. Non, mais c'est pas l'impôt pour les riches. C'est une vision fondamentalement différente du fonctionnement de l'économie. Moi, j'avais eu ce débat. Je me souviens en 2017, on était au pot de fin de session à l'Assemblée nationale. Puis j'ai quand même failli gagner, je sais plus, 600 000 voix, etc. Je dis, je pense que tu ne sais pas ce que c'est que l'entreprise, toi, et tu ne théorises pas la manière dont l'entreprise s'inscrit dans la société aujourd'hui. Et on peut la taxer, Et qu'est-ce qui t'a on répondu? peut la réguler. Il dit, monsieur, t'inquiète pas, j'avais un plan comme il sait le faire, tu vois, un peu comme ça, etc. Mais il ne m'a pas convaincu. Ah ça, oui. Il m'a pas convaincu. Et j'ai moi j'ai eu des débats, mais François Ruffin Non, qui est dans mais ma je comprends. Mais ça m'intéresse parce qu'effectivement, c'est pas toujours la même chose d'appeler à la coalition quand on est soi-même en position d'avoir besoin d'une coalition et quand on est Tu dans veux quoi l'opposition. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Non, mais c'est-à-dire je que- vais te dire un truc, moi, au moment où Lucie Castet, pas Lucie Castet. Ouais. Moi, j'ai dit,
Le premier arrivé à l'Assemblée nationale, à la législative, c'est le NFP. Mhm. Donc, on peut essayer un Premier ministre de gauche, à condition qu'il ou elle soit capable de faire cette coalition. Donc, moi, j'aurais rien eu contre qu'on essaye. Je Que pense la balle qu'elle- soit dans le camp de Lucie Castet. et qu'elle essaye de Qu'elle constituer. La troisième règle de êtes Jacinda gros, hein. Ardern, Vous avez dû quand même essuyer un certain nombre de critiques au sein de votre camp. non, mais à l'époque, franchement, à l'époque, je pense que tout le monde se cherchait. Hein, et on a bien vu, d'ailleurs, on s'est cherché un certain temps, puisqu'on a mis un certain temps à Puis on nommer s'est- un Premier ministre qui, rappelons-le, était quand même arrivé, dans ma famille, Michel Barnier. est ouais. arrivé 7e ou 8e au Oui, oui, législatif. oui. Donc, je suis pas sûr qu'on Ça ait vous a convergé. fait grincer un peu des dents ou pas? Ah bah, moi, j'ai dit, j'ai fait une interview quand il a été nommé, non pas que ce soit lui, mais qu'il allait devoir dépendre du bon vouloir de Madame Le Pen et que je ne souhaitais pas entrer dans son gouvernement parce que j'étais convaincu, ce qui est arrivé, qu'elle allait tenir ce gouvernement à bout de bras et moi, je ne le voulais pas. Donc, j'ai dit que je voulais pas. Et ça m'empêche pas de respecter le bonhomme, le Brexit, etc. C'est un grand Européen, mais l'équation politique était vérolée. C'est la même aujourd'hui. Mais en fait, aujourd'hui, moi je pense, et là-dessus on va pas être d'accord, qu'on pourrait gouverner la France, surtout qu'il reste qu'1 an et demi, donc ça va pas être très long, il n'y a pas non plus des réformes fantastiques à faire, avec une coalition qui irait des socialistes au LR que moi je qualifie de raisonnable. Je vous laisse imaginer la liste. Il n'y a pas Retailleau. Je suis pas sûr qu'il fasse partie de mes raisonnables, en tout cas, mais je suis pas Premier ministre, pour gouverner la France dans une coalition qui se mettrait d'accord sur l'essentiel, voter un budget par exemple, voter des réformes sur lesquelles cette coalition serait d'accord. Je pense que vous auriez toujours pas assez de députés. Hein. Ah si, Bah, t'es sûr, t'as fait le. ah, des socialistes au LR, ça marche. Ouais, mais si tu prends tous les députés, si tu commences à faire la fine bouche, Mais c'est et à ça, sélectionner mais oui, mais ceux bien que sûr. tu aimes bien, ceux que Mais tu tu vois, n'acceptes pas. non mais Il faudra alors, rater c'est vrai. du lyotte. Non, mais il y aura quelques lyotes, ça, Quelques c'est sûr, on lyotes, aura besoin évidemment. d'eux. Mais le problème, c'est que comme on est totalement éclaté, c'est-à-dire qu'il y a 11 groupes et qu'en plus, il y a dans chaque groupe des personnalités. C'est vrai. Il n'y a pas d'homogénéité. Le Parti démocrate, il n'est pas homogène. Dire de AOC à Joe Biden ou Hillary Clinton, c'est pas le même game. Mais il y a le parti qui fait que quand ils ont un candidat, ils se rassemblent derrière. Donc, il faudrait arriver à faire ça. Il faudrait que les groupes disent, moi, je vais préparer la présidentielle. Le groupe socialiste, par exemple. Je vais préparer la présidentielle. Je suis pas d'accord avec Lescure et encore moins d'accord avec Xavier Bertrand ou Gabriel Attal. Mais je vais préparer la présidentielle au sein de mon parti. Mais ça n'empêche que pour voter un budget, je vais me mettre d'accord sur un certain nombre de mesures qui font qu'on aura un budget pour 2026, ce qui est quand même pas mal. Emilien. Vous avez évoqué l'élargissement par le centre. Alors, il y a la question du vote du budget très concrète, mais il y a aussi en termes d'avenir du macronisme. Et la Oui, question, pardon, j'ai c'est... pas répondu là. Et la question, alors, je la pose pas en la faisant mienne, mais parce que je suis spécialiste du sujet, je peux vous la dire. L'hypothèse la pensée de Retailleau sur le sujet, c'est que le fait qu'il n'y ait plus une droite et une gauche qui font aussi une alternance qui ne soit pas celle du RN, fragilise aussi les forces, on va dire, non RN et permettent aussi qu'ils progressent. La question, c'est est-ce qu'en ayant ce genre de bloc central où du coup ne serait que comme alternative le RN et ce que vous considérez comme les populistes de gauche, est-ce que c'est pas nécessairement une façon de mener à ce que un jour les gens veulent une alternative et Le cercle de la raison, là, oui, ça voilà, limite, et que- quoi, au et bout que d'un le- Non, mais je RN, sais, on nous a beaucoup critiqué là-dessus, mais regarde ce qui se passe en Allemagne. Il y a deux partis. Ils sont vraiment pas d'accord. Les ont Allemands, une mais campagne- ils ont du poids parce qu'il y a une culture proportionnelle. Mais oui, mais c'est ça qu'il et faut du changer. poids. Peut-être Ah qu'il faut bah, changer les institutions. Précisez. Mais- Je voulais y venir justement. Mais l'alternative est pire, parce que si la droite doit devenir l'extrême droite pour prendre des parts de marché à l'extrême droite, les Français, comme toujours, préféreront l'original à la copie et ils voteront Marine Il Le faut, Pen. que ça soit une coalition et pas forcément un projet politique. Exactement. du parti D'accord. unique. Exactement. Donc, soit ça vient du centre, c'est pour ça que je n'ai pas répondu à la question, est-ce que le macronisme... Soit ça vient du centre qui s'élargit, le dépassement Emmanuel Macron, bis, quel qu'il soit, soit ça viendra différemment, mais de toute façon, il va falloir le faire. Donc, soit le dépassement par l'intérieur via un En Marche revisité, soit des sociodémocrates et des gens du centre-droit qui vont devoir s'entendre. Je suis assez Sinon- d'accord sur le caractère un peu, fataliste. En fait, il va falloir le Mais faire. bien sûr, Qui que vous soyez, vous n'aurez pas de majorité absolue à la prochaine élection, c'est sûr. j'en suis convaincu, moi. S'il y a une nouvelle méthode à trouver, je suis pas sûr que la 5e soit la bonne pour ça. Non, mais on est Léa. là, donc... mais... Oui, vous êtes illustré un certain nombre de fois pour vos propos en faveur d'un renouveau démocratique. Et notamment, vous avez été plutôt défenseur des conventions citoyennes, hein, que ce soit pour le climat, mais aussi pour la fin de vie.
Est-ce que vous seriez favorable à la tenue d'une nouvelle convention citoyenne? Je sais que c'est dans les tuyaux, on ne sait pas encore tout à fait sur quel thème. Est-ce que précisément ça pourrait être une convention citoyenne pour réformer nos institutions? Et petite question complémentaire aussi, il y a actuellement une proposition de loi constitutionnelle qui a été déposée par des députés notamment de gauche pour inscrire les conventions citoyennes dans la Constitution et vraiment les constitutionnaliser de sorte à les sanctuariser, en faire un outil de démocratie participative qui soit récurrent et facilement utilisable. Est-ce que vous êtes favorable? Déjà, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que c'est des choses qui vous intéressent? Alors, Et peut-être des pistes d'amélioration précisément Oui. de nos institutions. Le fait d'impulser davantage de participation moi, citoyenne. en tout cas, je compte vraiment réfléchir les semaines qui viennent à la question institutionnelle. Donc, il faut changer les institutions, et en partie d'ailleurs pour des raisons défensives. C'est-à-dire que Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle a un projet de loi constitutionnel tout fait, qui est en gros le projet de loi de la préférence nationale, et qu'elle imposera par référendum, c'est un peu technique, mais en ayant recours à l'article 11. C'est-à-dire en bypassant le Parlement, en disant, moi je vais changer la Constitution, je vais demander aux Français de voter. Ce qui est aujourd'hui, en fait, pas possible. Depuis le général de Gaulle, qui l'avait fait une fois, on ne l'a plus jamais fait, parce qu'en théorie, pour changer la Constitution, il faut d'abord passer par l'Assemblée, le Sénat, puis ensuite faire un référendum. Mais elle va faire un coup de force, elle dira, j'ai été élu, ce que j'espère pas, j'impose mon truc, je fais un référendum. Et elle impose la préférence nationale. Donc il faut au moins changer les institutions, je pense, pour protéger ces institutions Et réduire le champ du d'un référendum. coup de force. Pas le réduire, parce qu'en fait, il y a l'article 11 et l'article 89. Oui, je sais, mais c'est. Donc on pourrait j'essaie très de bien, comprendre où tu vas avec ça. on pourrait très bien élargir le champ de l'article 11, de dire les référendums peuvent être élargis dans leur champ, mais quand on change la Constitution, c'est un peu plus lourd, et donc on passe d'abord Assemblée, Sénat, puis le peuple. Ok. Parce que sinon, le coup de force, il est possible. De Gaulle l'avait fait, et depuis, on ne l'a pas fait. Ensuite, les conventions citoyennes, moi, j'y crois beaucoup. Je ne pense pas qu'il y a besoin de changer la Constitution pour ça. En revanche, j'y crois beaucoup. Et notamment sur la fin de vie, moi, je l'avais proposé. Je pense qu'on l'a faite en grande partie parce que je l'avais suggéré. Et elle a très bien fonctionné. Pourquoi ? D'ailleurs, je préfère même les conventions citoyennes au référendum. Parce qu'une convention citoyenne, on tire des citoyens au sort, on essaie de s'assurer que tout le monde soit représenté. Et ensuite, entre guillemets, on les éduque. C'est-à-dire qu'ils font des auditions d'experts, de parties prenantes. Sur la fin de vie, ils ont écouté les églises, par exemple, les médecins. Et ils se font une tête, ils se font une idée, ils votent sur tout. Et au fond, une proposition qui, de mon point de vue, en tout cas sur la fin de vie, me va bien. C'est-à-dire, c'est pas liberté absolue de choisir sa mort, et c'est pas non plus on la supprime, alors que les Français en veulent aujourd'hui. Donc ça a très bien travaillé. Je suis un peu plus sévère sur la Convention citoyenne que sur le climat, parce que le sujet était tellement vaste qu'au fond, ça a accouché d'un truc énorme qui a Alors, été ouais. difficile ensuite à mettre en Pour les mêmes raisons, je serais plutôt sévère avec Macron qu'avec les gens de la Convention citoyenne qui, je trouve, ont très bien travaillé. Ah, je suis pas sévère avec les gens, je suis sévère avec le process. Moi, Ouais, j'avais- non, ouais, d'accord. Mais je comprends bien, parce qu'on dit Macron, il avait dit qu'il prendrait tout, il prendrait pas tout et tout. Mais moi, j'ai beaucoup échangé avec les Irlandais qui ont fait des conventions citoyennes. Ouais. Il m'avait dit, ne prenez pas un sujet trop vaste. Parce que, au fond, Mhm. les citoyens, si vous créez un débat contradictoire autour d'une question importante, mais pas trop complexe, en fait, ils seront sans doute plus intelligents collectivement que les parlementaires, Non, mais Et donc, qui feront de la politique. Qu'est-ce que vous pourriez Donc, imaginer? Quel serait le mais, thème de la je sais pas, convention vous voyez, par exemple, citoyenne? il y a un Est-ce truc qu'il y a qui des me- choses il y a dans un- les tuyaux. Non, moi, il n'y a rien dans les tuyaux, mais il y a un truc qui me travaille. Immigration. C'est un sujet sur lequel on raconte beaucoup de conneries. Bérou avait proposé des conventions citoyennes locales sur la question de l'identité nationale. Non, mais par exemple, au Est-ce que c'est Québec, toujours dans les tuyaux, ça? Est-ce que non, c'est je quelque ne sais pas chose si que c'est vous dans le portez? tuyau, mais vous pouvez vous dire que j'ai vécu au Peu Canada. importe, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'on va en discuter sereinement, on va voir, on va mesurer les bénéfices, les avantages, et on se rend compte peut-être même que les gens de l'Assemblée sont moins racistes que la moyenne des éditorialistes de plateau. Le problème, c'est que tout ça, ça va avoir lieu dans un écosystème Eh oui. médiatique rempli de fachos de partout, avec des riches qui ont de plus en plus de pouvoir, D'où le et qui risque, essaient d'attirer le débat toujours plus à l'extrême droite. Donc il faudrait peut-être commencer par ça, peut-être. D'où le Je suis risque pas sûr que d'instrumentalisation de les cette riches proposition de soient, Bérou, quoi. comme vous les appelez, soient tous anti-immigration. Non, mais enfin, ceux qui Loin ont de là. des En tout médias. cas, ceux on qui en ont a des chez nous, médias, quand Non, mais les bien grands sûr. médias, Non, mais ça, c'est un autre sujet. Sur- Non, mais sur les médias, moi, je vais non, mais plus vous sur pouvez les faire médias toutes les de Bolloré conventions que depuis vous voulez, 2 ans ça et demi. s'inscrit dans un débat. Ça risque de pas orienter le débat public Non, mais comme vous c'est le pour pensez. ça que j'ai des doutes. C'est pour ça que j'ai des doutes. C'est-à-dire que moi, je pense que l'immigration a besoin d'un débat apaisé, dans lequel on discute de toutes les dimensions de l'immigration, légale, illégale, économique, regroupement familial, études, etc. On va avoir besoin, pour des raisons démographiques, pour des raisons de production, de beaucoup d'immigrés. Et je préfère qu'on les fasse venir de manière légale, qu'ils arrivent de manière illégale et qu'on soit ensuite embêté pour les régulariser.
Mais ce débat apaisé, je suis pas sûr qu'on puisse Oui, l'avoir. je vais même vous dire comment ça va se passer. Ils vont trouver que c'est scandaleux qu'on entende des gens pour l'immigration dans cette assemblée, et ils vont dire que l'assemblée constituante elle est woke, et voilà. Mais c'était déjà le cas avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est ça. tout ce qui va se passer, et ils vont C'était- taper dessus, la défoncer, et Bah oui, mais ça, il le faisait déjà sur la Convention citoyenne pour le climat, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'empêcherait de le faire. Et après, il y aura un pareil. gouvernement avec Retailleau dedans qui va être d'accord avec ça et rien ne sera appliqué. Autre élément que j'aurais aimé Oui. aborder aussi avec vous, le président de la République a annoncé qu'il y aurait, d'ici à la fin de son mandat, vraisemblablement, un référendum. Mais que la question sur laquelle il allait consulter le peuple français n'était pas encore tout à fait arrêtée. Sans vouloir, évidemment, essayer de vous tirer les verres du nez si jamais vous avez des informations à cet égard. Et si vous les avez, nous serions très heureux que vous les partagiez avec nous ce soir. En direct sur Puisque Backseat. de toute façon, nous sommes ensemble pour... Ça sortira pas d'ici. Et ça sortira évidemment pas d'ici et que vous êtes familier désormais de ce plateau. Non, est-ce que vous pensez que c'est déjà d'une part pertinent compte tenu notamment du contexte politique et d'autre part, si c'était le cas, est-ce que vous pensez, enfin, quel serait le thème sur lequel il serait pertinent de consulter le peuple? Donc là, d'abord sur le référendum en général, j'ai des doutes. Parce que moi, j'ai vu 2 référendums en France. Un qui, de mon point de vue, s'est très bien passé, c'était le référendum sur Maastricht. À l'époque, 1992. 92, est-ce qu'on prend une monnaie unique ou pas? Débat de qualité qui dépasse les clivages, des gens de gauche pour, des gens de gauche contre, des gens de droite pour, des gens de droite contre. Un débat exceptionnel entre Mitterrand et Seguin. Et au fond, un vrai choix stratégique historique de la France qui est de remettre sa souveraineté monétaire aux mains d'autres pays, de la mettre en commun, qui est choisi par le peuple. Franchement, chapeau. Même si derrière, il y avait un traité complètement incompréhensible, que les gens n'ont pas lu. Mais il y avait une question Oui. Il y en a politique. qui l'ont lu. Mais moi, je l'ai lu. Mais, Non, mais peut-être ils ont mal. Non, ils mais- sont pas d'accord, mais. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, le débat, c'était vraiment pour ou contre l'euro. 2005, traité constitutionnel sur l'Europe, que là, je suis sûr, personne n'a lu, qui a été instrumentalisé, qui est devenu, sauf Ouais, moi Jean aussi. Massier, évidemment, Jean Massier, voilà. qui ça lit compte pas. tout, Ça mais, compte pas, mais ouais. ça me surprend pas. Et au fond, un débat complètement dévoyé sur d'autres sujets, etc., qui soit gagné ou perdu, peu importe, mais personne n'a voté pour le traité en question. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que le Brexit, évidemment, il est un exemple Ah oui. exemplaire. Alors, ok. On pose une question et les gens répondent à autre chose. Soit à celui qui la pose, Chirac Et 2005. les gens, ils répondent à ce qu'ils veulent. Mais oui. Je suis d'accord avec toi, mais Mais- les élections, c'est pareil dans certains En points même de temps, vue. ils étaient convaincus, certains pour du livre, que ça leur apporterait. Non mais des arrêtez, emplois et vous pouvez pas dire ça. Vous savez bien que la campagne a été complètement verrouillée par des cyberattaques russes qui ont trollé Oui, la mais campagne. n'empêche qu'ils ont. Vous- C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté sur le sujet. Ils ont peut-être totalement mal vu le truc, mais il y en a qui ont cru. Oui, mais c'est pour ça que je suis pas contre les référendums. Ce que je veux dire, c'est que le Brexit montre bien qu'un référendum sur un sujet structurel et compliqué, c'est difficile à organiser et à... je pourrais Le dire, débat à est dé- pas Non, mais parce terrible. que Le débat n'était pas au niveau. Contrairement à la Convention citoyenne, qui est un véritable processus délibératif, le référendum ne l'est pas. Exactement. Moi, je suis assez d'accord. En tout cas, ça dépend de la qualité Donc du débat après, moi, médiatique. je suis pas Il définitif. l'a Non, chié oui. actuellement. Je dis, quand il s'agit de dire, on va laisser le franc, on va prendre l'euro, ça a de la gueule de le faire par référendum. Quand on dit, on va voter un texte auquel personne ne comprend rien, en fait, le débat a lieu sur autre chose. Et le Brexit, pour moi, c'était une véritable erreur historique du Premier ministre de l'époque qui, pour gagner les élections, a dit, si je gagne les élections, je ferai un référendum. Il dit, maintenant, je suis coincé, je vais devoir le faire. Il l'a fait, il l'a perdu alors qu'il pensait qu'il allait le gagner. Et en partie parce que les gens avaient marre du système actuel. Donc ceux qui ont voté le Brexit, c'est pas juste des demeurés qui avaient rien compris. C'est les gens qui aussi ont voté pour Trump, votent parfois pour Marine Le Pen, qui se sont dit j'en ai marre. Vous regardez la carte géographique du Brexit, Londres vote contre, tout le reste de l'Angleterre déclassé vote pour. Donc sur quoi on peut le faire du coup? Parce que Et surtout, est-ce que c'est pertinent par ailleurs dans la moi, situation actuelle? je suis partagé parce que s'il s'agit de dire pour ou contre Macron, ce qui est le risque quand un homme propose un référendum, ça se transforme en ça. C'est un peu son ambition derrière tout Non, je pense pas. Je pense pas parce Quelle serait sa que il a motivation beaucoup hormis d'illusions, ça je pense. Mais non, je pense que il souhaite vraiment laisser sa marque. Donc c'est vrai que faire un référendum, Chirac s'en souvient pour le meilleur ou pour le pire, ou Mitterrand sur l'euro, ça laisse sa marque. Donc après, Si c'est- est-ce qu'on peut faire un référendum sur un sujet qui dépasse les clivages traditionnels? Peut-être, la fin de vie, par exemple, on aurait pu, maintenant qu'on a fait Convention citoyenne, projet de loi, j'espère qu'on va s'arrêter là, qu'on va la voter. Mais on aurait pu imaginer de voter là-dessus, par exemple. Parce que c'est un vrai sujet de société, qui n'est pas de gauche ou de droite, où je suis sûr que tout le monde a un avis.
alors que sur la page 272 du traité de 2005, je pense qu'à part Jean Massier, personne n'en avait. Donc, vous voyez, il y a des sujets de société sur lesquels on peut se prononcer par référendum et sur lesquels on doit pouvoir y aller. Et puis il y a des sujets. Et puis il y a des sujets qui sortent complètement du périmètre de la démocratie. C'était d'ailleurs ce qui était reproché au TCE à l'époque, c'était de mettre dans le marbre d'un texte à vocation constitutionnelle pour l'Union européenne des politiques économiques. Et de dire, voilà, maintenant ça, ce sera les politiques économiques officielles de l'Union européenne. Ça faisait partie des critiques, effectivement. Et finalement, le macronisme, c'est ça, votre bloc central, c'est aussi de dire, on peut discuter de plein de choses, mais... on ne discute plus des politiques économiques. Il y a un groupe qui. Bah oui. Non, mais je réfléchis parce Il n'y qu'en a fait, qu'une seule politique économique possible. La campagne du oui en 2005, c'était la droite du Parti Socialiste et la gauche des Républicains. Donc c'est littéralement le macronisme, en fait. Un petit peu, ouais. Non, mais complètement. Ah oui. Qui était pour la campagne du oui, je m'en souviens plus très bien. compliqué que ça, excusez-moi, mais Laurent Fabius n'était pas la gauche du Parti Socialiste. Ah bah si, sur cette motion-là, si. Avant. Et bien sûr, parce qu'il voulait gagner, parce qu'il voulait faire un coup à je sais pas plus qui était contre lui. C'était totalement politicien, les Mais pour finir, à part Chevènement. Vu qu'on est vers la fin, on est carrément un peu vers l'avenir. Donc il n'y a qu'une politique économique possible, celle qui enrichit les très riches. Non, celle mais non, non, bah si, non, il faut assouplir le droit du travail, absolument. Mais Il faut travailler plus. On a compris, on a écouté Bayrou quand même un petit peu hier. Ouais. Et en plus de ça, Bayrou, c'était bon, il va falloir en plus de nouvelles ressources. Il y a la dette, il y a le service de la dette, et il y a les nouvelles dépenses qu'il va falloir faire pour la défense, apparemment. Donc pour nous, c'est du sang et des larmes. Ça va être compliqué de susciter de l'adhésion avec un tel projet, quoi. Roland Lescure. À un moment, les gens, en effet, vont vouloir vous dégager par l'extrême droite ou par la gauche. On a le droit de pas être d'accord. C'est-à-dire que c'est pas. Ce sera le dernier mot. J'ai la vérité absolue et t'as tort sur tout. Donc moi, je pense qu'il y a pas mal de choses sur la politique économique qu'on a faites qui étaient effectivement bonnes, que le chômage a baissé, que les jeunes sont plus employés en France que jamais, et on a le droit de pas être d'accord. Mais faire une coalition, c'est en fait dépasser ça. Donc c'est que moi, j'ai pas de totem et pas de tabou sur quelques éléments sur lesquels sont mes lignes rouges et les tiennes. Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente pour faire une coalition ou pas ? Moi, je suis intimement persuadé qu'il va falloir le faire en 27 si on le fait pas avant. Mais évidemment, je crois que la politique économique qu'on a menée depuis 7 ans est bonne. Je ne veux pas dire qu'elle est parfaite, mais elle est bonne. Et vous avez le droit de croire l'inverse. Évidemment, c'est ça la démocratie. Toute dernière question. Si d'aventure il y avait, je sais pas, une dissolution dans les prochains mois, est-ce que tu te représenteras à ta propre succession ? Je n'en ai aucune idée. Ah et bon franchement, je me poserai 2 fois. Je me la suis posée déjà un peu 48 heures en juillet. Oui, c'est vrai que ça a dû être rapide. Ouais. Mais ça a été aussi violent, quoi. Moi, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner ? Je suis pas sûr. J'ai finalement décidé d'y retourner et je regrette pas. Même si je dois avouer que c'est pas très agréable tous les jours. Mais franchement, je verrai. Je suis pas sûr. Merci beaucoup, Roland Lescure, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci, Roland.